La Caisse nationale de sécurité sociale. Moto aponaka mokolo pasi yaka te. Pasi akoki kopona eloko ekosalisa ye mokolo ya pasi. Nazobanga na ngai lisusu te avenir po patron azobombela ngai mbongo. Les entreprises publiques et privées affiliées pour de vrai vos employés à la lobby oyo kobenga nko ekozala négligence ya lelo rattraper yo. C'est la sécurité pour le lendemain. Elle assure aux affiliés une protection contre les risques sociaux. Invalidité, maladie professionnelle, maternité, vieillesse, décès. Avenir eza biso yo tozozela na arrêté. Kasi ezali biso oyo toza déjà na kati na yango. Mana bomba société bombela ngai polobi nazala bien kimobangela bien koya na boyi bato baseka ngai. Mana bomba société bombela ngai pourquoi yo na société na yo moso bomba te na CNSS. La République démocratique du Congo, dans l'organisation et la gestion du régime de sécurité sociale, a une expérience de 63 ans. 63 ans pourquoi? 63 ans pour la simple raison que, de façon brève, la CNSS qui commémore aujourd'hui, qui fête aujourd'hui ses 6 ans d'anniversaire, n'en fait que remplacer l'INSS qui avait été créé le 29 juin 1961. Mais en termes d'historique de la sécurité sociale en République démocratique du Congo, nous vous dirons tout simplement que la République démocratique du Congo a connu deux temps forts. Et ces deux temps forts sont liés à deux périodes distinctes. Le premier temps fort est lié à la période coloniale et le deuxième temps fort est relatif à la période post-coloniale. Pendant la période coloniale, sur pied du décret du 16 mars 1922, la République démocratique du Congo avait des types de régimes distincts qui s'occupaient aussi des catégories de personnes différentes. Il y avait un régime qui avait été institué traitant strictement des autochtones, c'est-à-dire des populations indigènes. Comprenez en termes simples nos grands-pères, nos arrière-grands-pères. Et il y avait un autre type de régime qui ne traitait que des expatriés. C'est ce qui se vivait pendant la période coloniale. Mais à l'accession de notre pays à l'indépendance, une année après la table ronde, les autorités se sont dit finalement non. Il fallait mettre fin à ce traitement discriminatoire. C'est comme ça qu'on a fusionné les caisses qui jadis sous la période coloniale étaient séparées, on les a fusionnées et de leur fusion est né l'Institut national de sécurité sociale. Et vous comprendrez, nous avons accédé à l'indépendance le 30 juin 1960, mais l'INSS est né le 29 juin 1961. C'est juste une année après. Et c'est de là l'autorité publique a confié à l'INSS l'organisation et la gestion du régime général de sécurité sociale en République démocratique du Congo. L'INSS a fait son temps, mais avec l'évolution de la société, il était impérieux aussi qu'on puisse procéder à la réforme du régime général de sécurité sociale pour que ça soit en adéquation avec l'évolution de la société. C'est comme ça que nos autorités, à un moment donné, avaient initié la réforme du régime général de sécurité sociale
la dite réforme a abouti à la promulgation de la loi que vous voyez devant nous, la loi numéro 16009 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale, dont l'entrée en vigueur avait été différée de 2 ans. Dans cette loi, les législateurs avaient clairement aussi émis le vœu de qu'on puisse procéder à la création d'un nouvel établissement public à qui on va confier encore l'organisation et la gestion du régime général de sécurité sociale. C'est fort de cette disposition que le Premier ministre, en son temps, M. Bruno Tshibala, va signer le décret le 14 juillet 2018 portant création d'un établissement public dénommé Caisse nationale de sécurité sociale. Et le 15 juillet 2018, la loi va entrer en vigueur. C'est comme ça que vous comprendrez qu'aujourd'hui, la CNSS est en train de fêter ses 6 ans, mais la République démocratique du Congo, en termes de gestion du régime général, a déjà une expérience de 63 ans. Donc, la Caisse nationale de sécurité sociale, de façon en français simple, a hérité des acquis et des passifs de l'Institut national de sécurité sociale. Donc, tout ce que possédait l'Institut national de sécurité sociale, que ce soit en termes des obligations, en termes de finances, en termes de mobilier, en termes de tout ce que vous pouvez imaginer, tous ces acquis, tous ces avoirs-là ont été déversés sur les actifs de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et à travers cette loi qui avait été votée, suite à la réforme, il y a beaucoup d'innovations qui ont été introduites. Peut-être que quand vous passerez dans divers stands, on vous parlera de certaines innovations, en commençant par l'assujettissement. Le champ d'application a été élargi déjà à d'autres catégories qui jadis n'étaient pas couvertes, mais avec la nouvelle loi, cette catégorie sont couvertes. Vous trouverez aussi certaines prestations qui jadis n'étaient pas servies par la CNSS, par l'INSS, pardon, qui sont en train d'être servies par la CNSS. Donc je ne veux pas ici monopoliser la parole, étant donné que notre stand est lié exclusivement à l'historique, mais je vais laisser quand même les autres matières, quand vous allez parcourir dans les autres stands, pour avoir encore des explications beaucoup plus techniques et beaucoup plus détaillées. Donc en peu de mots, voilà l'historique de ce qu'a été de la sécurité sociale en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Présentez-vous pour le public. Pour le public, moi je me nomme M. Alexis Bindo Congo, je suis chef de division, responsable du pôle études et statistiques à la direction des études et organisations de la CNSS. Merci beaucoup. En relation avec la CNSS dans le cadre de la gestion du régime général, c'est à travers l'affiliation. L'employeur doit s'affilier à la CNSS. Et après cette affiliation vient le volet immatriculation de ces travailleurs. Comment ça se fait? Il y a des formulaires prévus pour ça. Le modèle affiliation des employeurs, qu'on appelle modèle AE, qui est un dispositif mis en place par la CNSS en vue de permettre aux créateurs d'entreprises de pouvoir solliciter leur affiliation à la CNSS. Et cette affiliation aboutit à l'attribution d'un numéro qui identifie l'employeur à la CNSS, à travers lequel la gestion du compte de cet employeur est effectuée à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et pour ce faire, l'employeur a 8 jours à dater de l'ouverture de son activité ou de l'embauche des travailleurs. Il a 8 jours pour solliciter son affiliation à la CNSS. Une fois affiliation réalisée, c'est-à-dire qu'un numéro d'affiliation lui est attribué, passe l'étape de l'immatriculation des travailleurs. Il y a encore un formulaire approprié où l'employeur est tenu de solliciter l'immatriculation de ces différents travailleurs. Cette immatriculation aboutit à l'attribution d'un numéro identifiant que la CNSS délivre à chacun des travailleurs. Et ce numéro d'immatriculation est
est accordé pour toute la vie, pour toute la carrière professionnelle d'un travailleur. C'est-à-dire qu'il peut quitter l'employeur X vers l'employeur Y, il ne va plus refaire l'immatriculation auprès de ce dernier. Il garde ce même numéro jusqu'à la fin de sa carrière. Et ce numéro permet de recevoir ses cotisations sociales. C'est comme un compte qu'il ouvre à la CNSS. Vient après l'exigence de cotiser. Parce que le système que nous avons à la CNSS, c'est un système contributif. Il faut contribuer à ce système-là. Les contributions, ou si vous voulez, les cotisations sociales que les travailleurs versent ou que les employeurs versent pour le compte de leurs travailleurs à la CNSS sont destinées à financer le régime et garantir les droits aux prestations sociales. Comment ça se fait? Il y a deux modalités. Selon que l'employeur a un effectif de travailleurs de plus de 25 ou moins de 25. Pour ceux qui ont 25 travailleurs et plus, la loi les oblige à procéder par une déclaration en ligne à travers une plateforme mise en place par la CNSS qu'on appelle télédéclaration. Il est tenu de l'effectuer, même à partir de son bureau, de transmettre toutes les informations sur les cotisations de ces travailleurs en ligne. Et ces informations atterrissent directement dans la plateforme de la CNSS et sont directement injectées dans les comptes, à la fois le compte de l'employeur et le compte des travailleurs qui ont été déclarés. Et il y a des exigences pour cela. Lors de la télédéclaration, il faut principalement transmettre le récap de la feuille de paye qui reprend en fait tous les travailleurs, les détails de leur rémunération, les temps de présence, les numéros d'immatriculation, les montants cotisés. Cela permet que la CNSS puisse gérer les comptes qu'on appelle les comptes courants, aussi bien de l'employeur que des travailleurs. L'employeur, c'est le compte courant et les travailleurs, c'est les comptes individuels. Comme vous le remarquez, le système est déclaratif. C'est-à-dire qu'il appartient à l'employeur d'effectuer les déclarations, d'informer à la CNSS, voici ce que j'entrevois payer comme cotisation sociale, et il les verse dans le compte de la CNSS en prenant soin de transmettre cette fois-là la preuve de paiement qui accompagne la déclaration effectuée. Parce que la déclaration est librement faite par l'employeur, la loi prévoit le contrôle pour la CNSS. C'est quoi l'objectif du contrôle? C'est pour que la CNSS s'assure du respect par l'employeur de toutes les prescriptions légales en cette matière-là. Est-ce qu'il a correctement déclaré? Correctement, c'est-à-dire, tout le personnel est-il déclaré? Est-ce que tous les avantages accordés aux travailleurs, c'est-à-dire salaire de base, les différentes primes et autres avantages sociaux, ont été pris en compte dans le calcul des cotisations sociales? C'est toutes ces questions-là. Est-ce que tous les travailleurs sont immatriculés? C'est toutes ces questions-là qui impliquent le respect de la réglementation sur la sécurité sociale, que la CNSS est appelée à vérifier à travers un contrôle. Et ce contrôle aboutit à des conclusions. Et ces conclusions peuvent être de l'ordre de violation des dispositions par l'employeur, et il y a des conséquences qui en découlent en termes de paiement à assurer ou de formalités à accomplir parce que vous ne l'avez pas fait dans le temps. Vient ensuite, parce qu'on est au stand assujettissement, contrôle et recouvrement, vient ensuite le dernier aspect par rapport à ce stand du recouvrement des cotisations sociales. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tantôt,
les cotisations sont librement déclarées et versées par l'employeur, le contrôle intervient, mais si à l'issue du contrôle, l'on se rend compte qu'il y a une créance que nous réclamons à l'employeur, c'est-à-dire qu'il n'a pas intégralement payé les cotisations sociales. Il y a des montants qui restent. Nous les mettons en recouvrement. Parce que vous le savez, le recouvrement suppose une dette. Quelqu'un vous doit, vous devez recouvrer. Il faut d'abord déterminer cette dette-là. Et la dette est constituée de quoi? Pas des choses qu'on a vendues, mais plutôt des cotisations des travailleurs qui sont déterminées à une période déterminée. Et ça permet que grâce à un relevé des comptes valant mise en demeure, que la CNSS puisse notifier cette créance-là à l'employeur qui dispose de 8 jours pour s'acquitter. Et cette phase, nous l'appelons recouvrement amiable. Mais si au bout de 8 jours, à dater de la réception de ce relevé des comptes, l'employeur ne s'acquitte toujours pas de sa dette vis-à-vis de la CNSS, nous ouvrons la phase qu'on appelle la phase du recouvrement forcé, qui intervient avec un autre document qu'on appelle le relevé des comptes, le relevé des sommes dues valant titre authentique. Ce titre authentique-là, une fois approuvé par le ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions, le ministre des tutelles, ce titre authentique acquiert la force exécutoire. Et il peut être exécuté au même titre qu'un jugement. Donc nous n'allons plus, la CNSS ne va plus au niveau du tribunal pour obtenir un jugement afin de procéder au recouvrement forcé. Mais grâce à ce titre authentique, la CNSS peut même opérer les saisies conformément aux dispositions légales existantes à la matière. L'objectif de ce recouvrement, c'est quoi? C'est que les comptes de l'employeur soient à jour. Et même les comptes individuels des travailleurs, parce qu'ils ont chacun un numéro d'immatriculation, soient également alimentés. Pourquoi? Eh bien, parce que quand il survient un cas qui nécessite que la CNSS puisse prendre en charge ce travailleur-là, que le problème ne se pose pas. Et s'agissant du droit que le travailleur dispose à la CNSS, c'est ces autres stands qui se suivent qui vous diront qu'est-ce qu'on attend quand on a payé régulièrement ses cotisations. On s'attend à quoi? S'il survient un cas d'accident, il survient un cas de maladie professionnelle, il survient un cas de vieillesse ou d'invalidité, on s'attend à quoi vis-à-vis de la CNSS après qu'on se soit acquitté des obligations déclinées tout à l'heure? Immatriculation, versement de cotisations sociales, finalement on obtient quoi? C'est ces autres stands qui vous permettront de répondre à ces différentes préoccupations. Voilà en gros ce que vous pouvez retenir de ce stand portant sur l'assujettissement, contrôle et recouvrement. Votre nom complet? Je suis agent à la CNSS, un des animateurs du stand, assujettissement, contrôle et recouvrement. C'est pas nécessaire. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que la Caisse nationale de sécurité sociale gère 3 branches. La branche des risques professionnels, la branche des pensions et la branche des prestations aux familles. Comme vous êtes dans ce stand, le stand de prestations aux familles, ici, nous expliquons à nos partenaires l'importance des prestations qu'offre la CNSS en rapport avec cette branche. On leur explique aussi les conditions à remplir, les modalités à accomplir pour bénéficier des prestations de la branche de prestations aux familles. Alors, cette branche couvre 4 allocations. Les allocations prénatales, les allocations de maternité, les indemnités journalières de congé de maternité ainsi que les allocations familiales. Les allocations prénatales sont payées par la Caisse nationale de sécurité sociale pour toutes les femmes ou les conjointes, pour toutes les femmes travailleuses ou les conjointes
d'un travailleur assuré. On les paye au 3e mois, au 6e et au 8e mois de la grossesse. Le but des allocations prénatales, c'est pour s'assurer de meilleures conditions d'hygiène et de santé de la mère et de la femme. Hormis les allocations prénatales, nous avons les allocations de maternité qui sont payées aussi à la femme travailleuse et à la conjointe du travailleur. On les paye dans le but de pousser la femme à mettre au monde sous contrôle médical. Et la particularité avec cette allocation, c'est que chaque accouchement est considéré comme une maternité distincte. Ça veut dire, si la femme met au monde 2 enfants, si la femme met au monde des triplés, les allocations de maternité sont payées pour chaque enfant. Donc on lui payera 3 fois par rapport aux enfants qu'elle mettra au monde. Hormis les allocations de maternité, nous avons les indemnités journalières de congé de maternité. Ces indemnités sont payées seulement à la femme assurée. C'est la différence avec les 2 premières allocations qui sont payées à la femme assurée ou à la conjointe d'un assuré. Mais les indemnités journalières de congé de maternité, nous les payons qu'à la femme travailleuse qui est assurée. On les paye pour compenser la perte qu'elle subit pendant le congé de maternité, parce que le code du travail demande à son employeur de ne pas lui payer, l'employeur ne lui paye pas la totalité du salaire, il paye à peu près 2 tiers du salaire pendant le congé de maternité. Alors pour compenser cette perte-là, la Caisse nationale de sécurité sociale lui paye les indemnités de congé de maternité. Et la dernière allocation dans cette branche, ce sont les allocations familiales que la Caisse paye à tous les travailleurs pour le compte des enfants à charge. Vous devez juste nous prouver que les enfants sont à charge. Ça peut être des enfants biologiques, des enfants adoptifs, des enfants sous tutelle ou les enfants pour lesquels vous êtes débiteur d'aliments. Le Code de la famille a précisé le genre de filiation qui puisse exister. Nous payons les allocations familiales à tous les enfants. Le nombre des enfants est illimité. On les paye de 0 à 25 ans, sauf pour les enfants invalides que nous prenons en charge jusqu'à la fin de leur vie. En gros, c'est à peu près ce que ce stand fait. Si je peux me résumer, je disais que le stand de prestations aux familles, nous expliquons à nos partenaires les conditions à remplir et les modalités à accomplir pour avoir droit aux prestations que la branche des prestations aux familles couvre. Donc les allocations prénatales, les allocations de maternité, les indemnités journalières de congé de maternité ainsi que les allocations familiales. Alors là, nous sommes dans le cas de stand pension, cellule de branche qui est couverte par la CNSS. Alors dans cette branche, nous avons 3 prestations que nous offrons. Nous avons la prestation vieillesse, la prestation invalidité et puis le décès. Pour ce qui est de la vieillesse, nous donnons la pension de retraite ou l'allocation de vieillesse. Alors l'âge d'ouverture, l'ouverture du droit à la pension de vieillesse, c'est qu'un assuré ait 60 ans d'âge et qu'il ait contribué au moins 180 mois, soit 15 ans. Et qu'il y ait aussi toute activité salariée. Et ainsi, cet assuré, à sa demande, peut bénéficier d'une pension de retraite. Mais l'âge légal, il faut le préciser, l'âge légal, l'âge de mise en retraite d'office, c'est 65 ans. Alors, pour ce qui concerne l'allocation de vieillesse, c'est une allocation qui est donnée à un assuré qui a 60 ans mais qui n'a pas totalisé 180 mois d'assurance, qui en a moins, donc qui a moins de 15 ans de cotisation. Cet assuré-là a droit à une allocation de vieillesse. Nous avons certaines particularités dans cette prestation de vieillesse. Il y a la retraite anticipée volontaire. Pour la retraite anticipée volontaire, il s'agit d'un assuré qui a 55 ans d'âge, qui a totalisé 15 ans de cotisation, mais qui désire aller en retraite. Alors cet assuré a la possibilité de demander une retraite anticipée. Cette retraite anticipée lui est accordée, mais avec une condition de rabattement de 5% par année d'anticipation. Nous avons également le cas d'un assuré qui a 55 ans d'âge et 15 ans de cotisation, mais qui, à cause d'une usure prématurée, qui réduit sensiblement sa capacité de travail, soit à cause d'une maladie, soit à cause d'un accident,
ne sait plus continuer à travailler. Alors cet assuré-là peut demander une retraite anticipée. Et cette retraite, ça lui sera accordé, et ce sera une retraite anticipée avec usure. Là, c'est la première prestation qui est la vieillesse. La deuxième prestation, c'est l'invalidité. Pour l'invalidité, il faut absolument que l'assuré ait subi une réduction de ses capacités de travail de 2/3. Ça peut être dû à une maladie ou comme un accident. Alors dans ce cas-là, il faudrait que l'assuré, en cas de maladie non professionnelle, je précise, puisse justifier d'au moins 36 mois de cotisation sur les 5 dernières années avant son invalidité. Donc, pour que l'on puisse prendre en charge cette demande de pension d'invalidité, il faut vraiment que l'assuré ait justifié cela. Mais s'il s'agit d'un accident, nous passons outre les conditionnalités relatives aux années d'assurance ou de régularité de paiement dans les années d'assurance. Alors, cette pension, il faut la préciser, c'est une pension qui est temporaire. Ce n'est pas de façon définitive. Contrairement à la pension de retraite qui est viagère, la pension d'invalidité n'est pas définitive, peut être revue dans le sens de l'évolution de l'invalidité, des lésions, comment est-ce que les lésions évoluent, est-ce qu'il y a une évolution positive ou négative. Donc c'est par rapport à cette évolution que l'on va déterminer si l'on doit mettre fin à la pension ou continuer à la payer. La troisième prestation qui est le décès. Dans cette prestation, nous offrons la pension des survivants. Alors, pour être bénéficiaire de cette pension, il y a 3 cas de figure. Il faudrait soit qu'il s'agisse d'un pensionné, qui dit pensionné, c'est-à-dire quelqu'un, un assuré qui percevait déjà sa pension de retraite, mais qui décède. Alors, ces survivants peuvent demander une pension de survivant. Le deuxième cas de figure, il faudrait qu'il s'agisse d'un assuré qui avait rempli les conditions de l'âge d'ouverture à la pension de retraite, donc l'âge et les années d'assurance, mais qui décède avant d'avoir introduit sa demande. Alors cet assuré, ces survivants ont également la possibilité de demander une pension de survivant. Et la troisième conditionnalité, il s'agit d'un assuré qui justifie d'au moins 15 ans de cotisation. Donc il n'a peut-être pas l'âge, mais il a au moins 15 ans de cotisation. Ces survivants peuvent aussi demander une pension de survivant. Donc voilà là les 3 prestations qui sont offertes au niveau de la branche des pensions. Merci beaucoup. Alors nous avons été instruits par monsieur le directeur général de la CNSS, monsieur Charles Modiaï-Kazadi, en sa qualité de président du comité directeur du bureau de l'ISS pour l'Afrique centrale, de participer à ces journées portes ouvertes pour faire connaître au public le rôle qui est joué par l'ISS dans l'administration de la sécurité sociale. Pour la petite définition, pour votre information, l'ISS est la principale organisation à l'échelle mondiale qui réunit les caisses, les structures, les organismes, les ministères en charge de la sécurité sociale dans une optique effectivement d'échange, de partage pour implémenter les meilleures pratiques en termes de gestion de sécurité sociale. Et cette association qui a son siège à Genève, qui est fondée depuis 1927, est organisée en démembrement au niveau des continents. Au niveau de l'Afrique, nous avons 5 bureaux, un bureau d'Afrique du Nord, de l'Est, de l'Ouest, du Sud et le bureau de l'Afrique centrale qui est abrité par la CNSS de la République démocratique du Congo et qui est présidé par le directeur général, M. Charles Modiaï-Kazadi, qui regroupe donc les caisses d'Afrique centrale, du Congo-Kinshasa, du Congo-Brazzaville, du Gabon, du Tchad, du Cameroun, de la République centrafricaine et des Comores. Donc nous sommes ici sur instruction du directeur général pour faire justement la vulgarisation des activités de l'ISS et des activités du bureau de l'Afrique centrale. Le stand de risque professionnel, ici, lorsque vous entendez parler de risque professionnel, il faudra directement voir l'accident de travail et maladie professionnelle. Et l'accident de travail, il est défini comme étant tout accident survenu à un travailleur, quelle qu'en soit la cause, par le fait ou à l'occasion du travail. Et la maladie professionnelle est définie comme étant la maladie contractée
en raison de son travail, son poste de travail, mais qui est prédéfini dans la liste des tableaux de maladies professionnelles. Et la maladie d'origine professionnelle est définie comme étant la maladie qui ne figure pas dans la liste de maladies professionnelles, mais qui est contractée par la même occasion, c'est-à-dire par son travail, mais qui sera attestée après étude que cette maladie est contractée, en tout cas en raison de son travail. Alors, les conséquences, en cas d'accident de travail, les conséquences sont énormes. Les conséquences économiques, les conséquences sur la personne, la victime qui est en arrêt de travail n'aura pas son salaire. Mais la caisse prévoit un revenu de remplacement s'il est déclaré à la caisse. L'accident doit être déclaré moyennant quelques fiches de déclaration d'accident de travail et l'employeur qui a perdu sa main-d'œuvre qualifiée va perdre également en productivité parce que cette personne ne travaille pas. La famille étant africaine, c'est toute une communauté qui vit derrière cette personne qui est travailleur, qui a connu un accident. Et voilà pourquoi nous disons à la caisse que nous devons tous nous mettre en concert pour travailler dans la prévention de risques professionnels. La prévention de risques professionnels est alors exercée en 3 niveaux, le niveau primaire, secondaire et tertiaire. Au niveau primaire, la caisse intervient alors en milieu de travail, en mettant en place, bien évidemment en accompagnant les employeurs à mettre en place les principes généraux de prévention de risques professionnels, en agissant au niveau primaire en milieu de travail, dans la surveillance du travail, en mettant en place, si vous voulez, en mettant en place les mesures de prévention collective et les mesures de prévention individuelle. Dans le niveau secondaire, la caisse agit, alors la prévention agit, dans ces cas, dans la surveillance médicale. La surveillance médicale en faisant le contrôle de l'embauche, également en faisant le suivi médical des travailleurs. Ça peut être des suivis de contrôle médical trimestriel, semestriel ou annuel. Voilà, et en 3e niveau, ce qui est le niveau tertiaire, là, la prévention agit dans la réparation. Dans la réparation, la caisse agit à 2 niveaux. Dans les prestations en espèces et la prestation en nature. Les prestations en nature, en offrant alors les soins médicaux en cas d'accident ou de maladie professionnelle, les produits pharmaceutiques, des lunettes ou encore des prothèses, et les prestations en espèces, dès lors que l'accident a été déclaré dans les 60 jours par l'employeur ou 2 ans pour la victime ou encore ses ayants droit, alors la victime va donc bénéficier, au cas où le médecin a attesté que l'incapacité est moins de 15%, il va bénéficier des allocations uniques. Il va bénéficier des allocations uniques si c'est moins de 15%, et au-delà de 15%, la rente d'incapacité. Voilà en général ce que je pourrais vous dire de risque professionnel. Ici, peut-être vous allez voir que nous avons installé ici quelques outils pour présenter ce qui vaut les moyens de protection en prévention, c'est-à-dire que ce que vous voyez derrière moi sont des outils de protection pour différents domaines de travail. Il y a pour le soudage, il y a également pour le chantier et autres. Ce n'est que des échantillons que nous avons mis ici pour essayer de démontrer aux employeurs qui sont dans le BTP, dans le mine et autres, qui travaillent dans le domaine de laboratoire chimique, qu'il faudra assez que
ils protègent leurs travailleurs tel que la prescription légale, la loi le demande. Ils doivent mettre en place, c'est une obligation légale, ils doivent mettre en place des mesures pour prévenir et protéger leurs travailleurs, parce qu'aujourd'hui, il est important, ou plus que important, de protéger ou de mettre en place les mesures qui vont rendre le milieu de travail sain et salubre. Ce milieu de travail sain permettra à ce que nous puissions nous éviter tout ce qui est risque psychosociaux en milieu de travail et tout ce qui est accident de travail ou maladie professionnelle en milieu de travail. En gros, la santé et sécurité au travail. Obligatoire,